Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer pour cette émission spéciale. Et oui Kira, nous enregistrons notre 100e émission. C'est assez fou, oui, tout à fait. Se dire qu'on est déjà à 100 en un poil plus de 2 ans. On a été quand même très productif, parce que n'empêche qu'en ces 2 ans, on n'a jamais loupé une semaine, hormis les vacances. On n'a jamais loupé une semaine, on n'a pas eu de couac d'enregistrement ou de choses. Là, je touche du bois, on sait jamais. Je touche aussi mes bracelets de perles, on sait jamais. Mais ouais, en 100 épisodes, je trouve quand même qu'on a géré pour 2 amateurs comme nous. C'était quand même c'est quand même très beau. Ouais, surtout que comme tout à chacun, il se passe des choses dans nos vies. On a dû parfois s'adapter, enregistrer en catastrophe 2 épisodes. Enfin bref, on a fait plein de dingueries. Mais on a été là, chaque semaine quasiment. Et fidèle au poste pour vous, et vous nous le rendez très bien avec beaucoup de reconnaissance. Donc émission un peu spéciale, hein, vous l'entendez au contexte. Enfin voilà, la structure va être un petit peu différente. Et du coup, Kira, comme tu as eu tout plein de brillantes idées pour cette 100e, je te laisse décrire à nos auditeurs tout le package qu'on leur propose pour cette émission dense, mais qui s'annonce quand même assez intimiste. Enfin voilà, on va faire les choses un petit peu différemment. Donc on t'écoute. Voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire pour parler de la 100e émission. Au début, on voulait parler peut-être de jeux qui nous intéressaient plus que d'autres ou quoi que ce soit, mais on s'est dit que ça serait un peu générique, on le fait déjà toute l'année en fait. Et du coup, on a décidé de prendre le chiffre au mot directement, donc la 100e, donc l'épisode 100. Donc on parlera de tout ce qui est en thématique avec le sang, que ce soit le chiffre, le sang, que ce soit le flux sanguin par exemple, ou également les autres sens que ce mot peut avoir. Donc ça sera une chronique 100. Une chronique 100, c'est beau quand même, hein. C'est beau quand même, sachant qu'avec ça, en plus, on va organiser un petit concours pour accompagner cet épisode, avec donc 100 € de lot à gagner. On a des bandes dessinées, donc les mondes d'Aria, par exemple. On a aussi les larmes du yokai que tu as testé la semaine dernière, que tu as chroniqué la semaine dernière. Il y a également un jeu de société Death Note et un autre Little Tavern pour rester dans la thématique, et une carte cadeau, donc de votre choix, soit PlayStation, soit Steam, Xbox, Nintendo, soyez fous en tout cas. Donc voilà, et ça, pour ça, il faudra nous suivre sur Twitter et Instagram, et vous aurez toutes les modalités bien sûr. Oui, c'est ça, et puis toujours les 5 étoiles, mais bon, on fait pas le Liaus habituel, hein. C'est une émission un petit peu différente. Donc est-ce que c'est moi qui commence du coup sur notre imaginaire des jeux sans SANS? Moi, je suis assez fier de ce que j'ai préparé. Donc, petit message à nos auditeurs, tu ne sais pas ce que je vais raconter, je ne sais pas ce que tu vas raconter. Exactement. On aime faire ça pour le côté un petit peu folklorique de l'expérience. Après, évidemment, on s'est donné donc cette règle des jeux sans. Donc, est-ce que j'attaque ? Vas-y, attaque, oui, autant que tu commences directement, car il y aura bien sûr un test de la semaine, c'est toi qui vas faire le test, on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc ça sera Vampire la Mascarade Bloodline, et au niveau du sujet hors sujet, je vais parler de la série The 100, ou 100, donc en gros, c'est toi qui as eu le meilleur morceau à manger, on va dire. Je me suis fait prendre à mon propre piège. Propres idées, j'avoue que j'ai eu la part du gâteau la plus sympathique en parlant de Vampire la Mascarade, ouais. Parce qu'il faut se les manger, les 7 saisons de The 100. Que moi, parler de nos vampires préférés, c'est toujours très cool. Surtout c'est quand même plus classe. Comme le format est différent, je me permets de digresser sur le jeu de rôle et autres joyeusetés, vous verrez. Mais avant, donc les jeux 100, moi, pour ma première thématique, Kira, j'ai choisi de parler de jeux sans tutoriel. Parce qu'il y a des jeux qui n'ont pas de tutoriel. Et ça me permettait de parler, si tu veux, Kira, de l'âge d'or des micro-ordinateurs, donc les ordinateurs de l'époque, mon enfance. Du coup, j'ai joué sur PC très jeune, et je vais en citer plusieurs, je triche, mais c'est pour se baigner un peu dans cet univers. Donc j'avais noté Doom 1 et Doom 2 que j'adore beaucoup, mais on peut parler de Duke Nukem ou même des point and click de l'époque, tu sais, Days of the Tentacle. À l'arrache dedans, quoi. Exactement, Day of the Tentacle, pareil, là c'est vraiment démerde-toi. Indiana Jones, les point and click qui sont très bien. Enfin voilà, c'est plus, je parle pas que d'un jeu, mais de cet âge d'or où tu l'as dit, en fait c'est vas-y, le jeu est là, débrouille-toi, apprends par toi-même, t'as un livret pour t'aider un petit peu si besoin, quoique à cette époque il y avait beaucoup de disquettes piratées, donc on avait rarement les livrets, mais en tout cas j'aime cette époque pour son côté, si tu veux, Kira, hyper efficace, t'es dans l'action tout de suite, on te propose un jeu, un gameplay, un univers, et en fait vas-y, lance-toi. Et je trouve
Pas tous les jeux évidemment, mais je trouve que beaucoup de jeux modernes ont perdu cette spontanéité à nous faire vivre des moments de tutoriel qui sont laborieux. Moi ça me saoule parce que surtout qu'on est aguerri, on sait jouer. Donc en fait, voilà, ce côté grisant des jeux de cette époque, je ne l'ai plus et c'est un petit moment nostalgique, tu vois, les jeux sans tutoriel du coup que je voulais mettre en avant. Oui, en plus, maintenant, on en parlait la dernière fois, on a tendance à être suraccompagné sur toutes les mécaniques et avec des tutos très imbuvables. Certains jeux ont même des tutoriels qui se moquent des tutoriels. Moi, je pense à Far Cry Blood Dragon où le personnage il dit pour appuyer sur A par exemple. C'est complètement débile, mais c'est très drôle. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque un peu et de temps en temps, c'est très rafraîchissant quand tu retombes sur une proposition comme ça en tout cas. Moi, mon premier jeu, donc je vais commencer par un gros troll comme je fais d'habitude. J'aime bien de temps en temps, hein, c'est quand même un peu ma personnalité. Moi, j'ai noté jeu sans frais supplémentaires. Le titre est trop drôle déjà, j'adore. Je vais parler de No Man's Sky, donc qui est un jeu d'exploration spatiale développé par Hello Game. Alors, il est sorti en 2015 de mémoire. Je vais pas noter les dates, c'est con, mais il est sorti en 2015 de mémoire. Et c'est vrai que ce jeu est sorti, qui a créé il y avait une très forte engouement. Ce jeu a énormément déçu à sa sortie, mais au fil des années, le jeu a eu énormément de mises à jour, dont une mise à jour next-gen qui a apporté des améliorations graphiques significatives avec un nouveau moteur graphique, des nouvelles performances plus fluides pour les nouvelles générations de consoles, mais pas que. On a eu également la mise à jour Fondation qui a introduit les constructions de base qui permettaient aux joueurs de créer ses propres habitations sur les planètes. On a eu la mise à jour Pathfinder par exemple qui introduisait des véhicules en plus terrestres en plus des vaisseaux. Il y a eu une des plus grosses mises à jour majeures, c'était Atlas Rise. Là c'était carrément une refonte majeure de l'histoire. Il y a eu des nouvelles missions procédurales. Il y avait des portails qui permettaient de voyager de planète en planète. Il y avait un nouveau système économique à l'intérieur. On a eu la mise à jour Next qui rajoutait en plus le mode coop et un mode à la 3e personne. Enfin tout ça pour vous dire que le jeu n'est plus le même. Et tout ça, ça a été fait gratuitement. Sans frais. J'adore le nom de ton truc. Un jeu sans frais supplémentaires, ça me fait trop rire. C'est un point que j'ai vu sur Steam, des gens dire arrêtez avec vos mises à jour, si vous voulez on vous paye en fait pour que vous puissiez avoir de l'argent. Comment vous gagnez de l'argent en fait, parce que vous arrêtez pas de cravacher sur ce jeu depuis quasiment 10 ans. Et ça n'empêche que le jeu est toujours incroyable, et là je l'ai relancé dernièrement avec la dernière mise à jour, celle qui apporte le 4K 60 FPS, et oui, c'est plus du tout le même jeu. Alors quand je vois un remaster comme Horizon à 10€ ou à 49€ si tu veux l'acheter neuf, là quand même je me dis que c'est quand même un bon mood. Donc c'est un peu le troll de la semaine, je vous recommande No Man's Sky. Ouais, mais c'est bien dans le thème, c'est très rigolo, franchement, bon choix de... Ah, t'as mis la barre assez haute aussi, hein. Moi, avec mon 100 tuto, j'étais assez fier, mais là, t'es pas mal, avec ton 100 frais supplémentaires, j'aime beaucoup. Mon deuxième choix est un peu plus classique, mais ça me permet aussi de parler de jeux que j'adore. Donc, c'est un jeu sans dialogue. Et j'ai mis 3 jeux en avant. Moi j'ai pas mal triché, j'avoue. Mais j'ai parlé de Tunic. Tunic ou donc Tunic que j'ai fait en chronique avec le petit renard à la Zelda, ou Ico ou Shadow of the Colossus, donc les jeux de Fumito Ueda. Légendaire. En fait, mais en fait ça me permet, si tu veux, de parler très succinctement, hein, c'est le concept, on va en parler rapidement, mais des jeux qui s'extrait du dialogue, qui nous parle pas, mais qui nous parle en nous montrant des décors, la narration en fonction des décors, la narration avec l'environnement, la narration avec les ennemis, avec les interactions qu'on a avec les autres, avec la gestuelle. Et ça, c'est un mode de narration que j'aime énormément. Donc c'est pour ça que le jeu sans dialogue, moi j'aime bien. Je suis tendance à m'ennuyer devant les cutscenes. Là au moins je prends beaucoup de plaisir à ces jeux qui, tu contemples, tu prends du plaisir. Et parfois ça fait un bien fou Kira, ces jeux vidéo. Ça fait un bien fou, et comme tu dis, on a aussi voulu se faire plaisir et parler de jeux qu'on aime, à qui on va pas forcément dédier une chronique. Et c'est vrai que ça donne envie de rejouer à certaines pépites quand même. Ouais. Moi pour le prochain je vais dans du classique, j'ai noté un jeu sans gunfight. Je vais parler de Road 46, ou alors Roi de 96 dans la langue de Jean-Claude Van Damme. Donc c'est un jeu d'aventure narratif développé par Dixit Art qui nous plonge dans un road trip procédural. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans le jeu, à travers un pays fictif appelé Petria. C'est un jeu qui se déroule dans les années 90 où on y incarne plusieurs jeunes plusieurs jeunes fugueurs tentant de fuir un régime oppressif et traversant la frontière. Donc c'est pas spécialement ambiance feel good,
mais quand même si en fait. Disons que le titre est très très lourd, ça apporte, on va dire, beaucoup de réflexions sur pas mal de choses, comme la possibilité de vote, les univers, encore une fois, totalitaires, les dictatures, les choses comme ça. L'histoire est à mon sens vraiment captivante et tous les personnages sont attachants à leur manière. Et en plus, chaque décision qu'on va prendre va vraiment influer sur le déroulement de notre aventure, de l'aventure des autres personnages qu'on va incarner, parce que on va incarner tour à tour donc des personnages qu'on ne connaît pas, qui fuguent, et ils doivent tous se déplacer vers la frontière, et pendant leur pérégrination, ils vont rencontrer des personnages hauts en couleur. Mais ces personnages peuvent se faire arrêter, peuvent mourir en fait, et donc on peut se retrouver avec une histoire amputée. Et la grande histoire... Un vrai road trip, tout à fait. Et la grande histoire, on va dire, tout ce qui est en lien avec la dictature, aura un point culminant en fonction de nos choix pendant ces différentes aventures. Donc c'est un jeu qui combine des éléments de choix à la Telltale Game, donc tu sais que c'est un peu mon style de jeu, mais le côté procédural est cool, parce qu'à chaque fois que tu recommences, tu vas avoir des niveaux différents, avec possiblement des choix différents en fait. Et moi j'aime beaucoup ce jeu, je l'ai repris récemment en fait, donc je l'ai repris de zéro, je publie de temps en temps des screens sur Twitter et je m'aperçois que ce jeu a une grande fanbase en fait, car à chaque fois les gens disent ah oui c'est vrai c'était très bien, ah oui j'ai envie d'y rejouer, et ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire, c'est de donner envie de rejouer à des gens à certains jeux en tout cas. Donc moi voilà, j'avais envie de parler de ce jeu, je vous le recommande fortement. Belle recommandation, j'ai failli faire un segment, un jeu sans gunfight. Oui. Il y avait pas mal de prétendants, mais je me suis dit je vais faire un jeu sans gunfight et je vais parler de Gran Turismo 7. Bon, je me suis dit là c'est un peu tiré par les cheveux quand même, t'abuses un peu. Mais du coup j'ai transformé ce segment en mon troisième segment qui était un jeu sans ennemis. Et là donc je vais pas vous parler de Nintendogs, même si ça m'aurait fait un peu rire aussi. Forcément dans Nintendogs ton seul ennemi, je sais pas si ça peut être quoi, mais si ta brosse qui tombe quand t'es en train de brosser gentiment ton chien. Mais non. J'ai choisi de parler d'Animal Crossing parce qu'on n'en parle absolument jamais d'Animal Crossing, déjà d'une. C'est un jeu extrêmement populaire et en plus c'est un jeu que j'adore. J'ai découvert avec le tout premier Animal Crossing sur GameCube, qui est un de mes jeux doudou nostalgiques sur cette console et qui est pour moi le jeu feel good par excellence, le jeu chill par excellence, et c'est ça qui aussi fait son succès. Donc on est sur une île ou dans un village où tous nos voisins sont tous déjà très sympas, donc ça change un peu de la vie la vie actuelle. Exactement. Et ça nous rappelle une sombre histoire de week-end, bon bref. On doit faire quoi ? On doit pêcher des petits poissons, attraper des insectes, décorer joliment notre maison, gagner de l'argent qui s'appelle des clochettes, en plus c'est trop mignon. Donc il n'y a pas d'ennemis, ça fait un bien fou aussi ce genre de jeu. Il y a un gros public, et féminin et masculin, j'en suis le parfait exemple. Donc Animal Crossing à jamais dans mon cœur, c'est vraiment un jeu que j'adore et qui est tout chill et ça fait du bien. Je vais te faire une confidence, je voulais garder la surprise pour un peu plus tard, mais j'ai commencé Animal Crossing cet été, suite au nombre de fois où tu m'en as parlé, donc sur la Switch, et je dois être un peu plus de 30 heures de jeu, car oui, c'est très 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 addictif, et je m'amuse beaucoup dessus. J'avais prévu de faire une chronique en début d'année sur le jeu, en chronique rétro sur Animal Crossing, et surtout, je voulais, on va dire, parler du jeu sous le prisme d'une personne qui connaît pas du tout ce genre de jeu à la base en fait. Donc voir si c'est intéressant en tout cas, mais bon oui, je suis déjà à plus de 30 heures sur ma Switch sur Animal Crossing. Ah dis donc, tu me surprends. Tu vois, comme quoi. Moi, ma prochaine, c'est un jeu sans la fin. Donc je vais parler de The Order 1886. Je sais pas si tu te souviens, c'est un jeu d'action-aventure qui a été développé par Ready at Dawn, qui est sorti sur PlayStation 4 à l'époque. Sacrée direction artistique, c'était quelque chose. Exactement, tout à fait. Il se déroule dans une version alternative de Londres à l'époque victorienne, donc tu sais que j'adore le Londres victorien en tout cas. On fait partie de l'ordre des chevaliers de la table ronde, luttant contre des créatures surnaturelles, donc c'est totalement ma cam. Et le jeu a été salué à l'époque donc pour ses graphismes et sa direction artistique incroyable, et à juste
juste titre, car à l'heure actuelle, le jeu est toujours aussi beau et plaisant à jouer, en tout cas manette en main. Cependant, il avait été critiqué à l'époque pour son gameplay assez linéaire, et c'est vrai, c'est un espèce de Gears of War, on va dire très light, et surtout une durée de vie très courte, 7 heures sans mode de jeu multijoueur. Donc à l'époque, les jeux étaient vendus 60€, et c'est vrai que beaucoup de gens avaient été déçus. Et en gros, le jeu n'a pas de fin, dans le sens où il s'attendait à faire une saga, et donc le jeu se termine sur un gros cliffhanger dont on n'aura jamais la suite. Dont on n'aura jamais la suite, car malheureusement, ce jeu n'a pas rencontré son succès. Voilà, n'a pas rencontré son public. Alors après, est-ce que c'est la fin qui vaut le coup ? Ce qui compte, ça serait pas le voyage ? Moi, je pense. Je me suis beaucoup amusé dessus. Vous le trouvez à pas cher maintenant. Je pense qu'on peut le trouver à 10 balles. Moi, c'est Papy Gamer qui me l'a prêté. Il doit être aux alentours de 10€ à Micromania ou même sur les sites comme Vinted. Il est rétro-compatible. Donc, si vous avez l'occasion, c'est 7 heures de gunfight sans prise de tête, mais par contre, c'est encore très très beau. Et l'ambiance, le côté mythologie arthurienne que j'adore, mais remis à une autre époque, voilà, c'est cool. Donc, je voulais quand même le recommander. Mais il n'y a pas de fin. Donc, ça, c'est important. Important de le préciser quand même. Ma quatrième sélection, c'est un jeu sans héros, mais il faut comprendre par là un jeu où on joue plutôt un méchant. J'ai failli la faire cette sélection-là. Ouais, mais différemment, mais j'ai failli la faire. Ouais, mais je voulais faire d'abord vraiment sans héros, où on jouait un personnage vraiment très lambda et tout, qui fait pas de grandes choses, mais c'était dur à trouver. Donc j'ai transformé où on joue un méchant. Et en fait, c'est devenu une sorte d'évidence. J'ai fait vachement de rétro, je me rends compte, vraiment mon enfance encore. Mon jeu de Game Boy, au-delà de Pokémon que j'adore, mais que j'ai poncé, que j'aime par-dessus tout, c'est Wario Land. Et on joue du coup... En fait, c'est pareil, c'est le génie de Nintendo. On joue Mario, on a l'habitude de jouer Mario. Là, on nous prend complètement à contre-pied en jouant son alter démoniaque. Donc, on joue Wario. Et j'ai adoré ce côté très loupard, antipathique, qui lui, en plus... Le but, c'est juste récupérer de la thune pour se construire un gros château. C'est ça. Et ça, je trouve ça... En fait, je trouve juste le principe, je trouve ça génial, quoi. Et il a vraiment une dégaine de vieux poivreau méchant. Et quand je jouais... En fait, c'est un personnage qui m'a énormément marqué, Wario. Plus que même Wario, parce que finalement, ma première expérience de l'univers Nintendo n'a jamais été Mario, parce que j'ai pas eu de NES, j'ai pas eu de Super NES. J'ai eu une Game Boy... ou un Game Boy, selon vos affinités avec la machine. Ouais. Et j'ai joué à Wario Land avant de jouer à Mario Land. Et presque, en fait, si tu veux, quand j'ai joué à Mario Land derrière, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas cette saveur qu'avait mon personnage loupard, fainéant, qui fait toujours la tronche, alcoolo, que j'aimais beaucoup avec ce personnage de Wario Land. Donc voilà. Gros coup de cœur, donc sur Game Boy, vous le trouvez encore sur émulateur, même sur smartphone, c'est très facile d'y jouer et j'adore. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné au Switch, au Nintendo Switch Advance, sur le store Game Boy, on peut y jouer. L'émulation Game Boy officielle qui est dans la Switch, vous avez du coup les Wario Land et c'est du caviar. Donc franchement, allez-y, c'est très drôle et voilà, je recommande chaudement. Moi, mon prochain jeu, c'est un jeu sans budget. C'est pas mal aussi, ça. Donc je vais parler de Retro City Rampage. Je pensais qu'il y avait autre chose du coup. Ah ouais, tu vois, c'est un jeu, tu me diras ce que tu pensais que j'allais dire. Donc c'est un jeu d'action-aventure développé par V-Blanc Entertainment. Donc il s'agit d'une parodie de jeu rétro de la culture pop et des années 80-90 avec un gameplay inspiré des tout premiers GTA. Le tout dans une ambiance très humoristique où des classiques comme Retour vers le futur, Super Mario Bros ou les Tortues Ninja de la NES de l'époque sont cités de façon très très ouverte en fait. Donc c'est vraiment un GTA-like et surtout le jeu a été développé par une seule personne avec un kit de développement Nintendo NES en fait. Okay. Donc on va retrouver le classique des fusillades, des courses-poursuites, on peut voyager dans le temps avec une DeLorean, on va retrouver la cabine téléphonique de Doctor Who qui va arriver à certains moments. On a une espèce d'équivalent du Dr Emmett Brown de Retour vers le futur mais en vieux poivreau alcoolique. Enfin, c'est vraiment vraiment très très drôle, c'est très très ludique et en fait comme on alterne sur différentes temporalités, on a la ville qui évolue en fonction des époques en fait, mais le tout en 8 bits. Et donc c'est très très cool. Je connais pas du tout. Franchement, tu me donnes trop envie avec ce... Il est sur PlayStation 5, PlayStation 3, 4, Vita, enfin il est partout. Ah ouais, écoute, excellente reco. Je remettrai dans la description de l'épisode toutes nos recos. Ça pourrait être très sympa que vous les retrouviez facilement, mais écoute, merci pour cette reco, je connaissais pas du tout.
Donc je pensais que t'allais dire, parce que moi j'ai essayé par tous les moyens de caler Deadly Premonition dans mes jeux. Ouais. Et il y a vraiment zéro budget et ça se voit, le jeu est immonde, il est mal codé, il est dégueulasse, mais le jeu est vraiment très cool. Mais j'ai pas réussi à le caser du coup. Ouais, je comprends. Et donc ma dernière section, elle m'a fait presque penser à ton jeu qui a pas de fin. Moi c'est un jeu sans fin, mais pas dans le sens qu'il a pas de fin, mais c'est des jeux qui ont vocation à ne jamais terminer. Donc là, je vais parler d'un de mes styles de jeu que j'aime par-dessus. Le roguelite. Voilà, tu as deviné, Kira. Alors laisse-moi deviner, tu vas parler de... comment il s'appelle le jeu avec le fœtus là, non? The Binding of Isaac. Ouais. Alors je vais en parler, mais c'était pas celui que j'allais citer. Mais je vais en parler quand même. Donc non, j'allais parler de FTL. Donc c'est un jeu où on est dans un petit vaisseau spatial et en fait il faut survivre à tout un tas d'événements, d'invasions. En plus, l'interface est vraiment très très minimaliste. C'est un jeu, pareil, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de budget. À la bande son, c'est Ben Prunty que j'aime beaucoup. Ils ont fait aussi ces devs Into the Breach où tu joues des mechas, où tu dois empêcher la fin du monde, etc. Mais dans les roguelites, en fait, on peut citer Hades et aussi, j'allais le dire, The Binding of Isaac. Donc en fait il y a toujours un petit peu une fin quand même scénarisée à ces jeux, mais ils n'ont jamais vocation à s'arrêter une fois qu'on a découvert le scénario. Ça vaut pour tous ceux que j'ai cités, parce que l'intérêt c'est que c'est des jeux qui montent de plus en plus en puissance, comme Dead Cells aussi que j'aime beaucoup, et en fait vous allez lancer des runs régulièrement, redécouvrir des nouvelles choses. Comme ton Road 86, c'est procédural, donc on joue jamais vraiment la même partie, avec jamais les mêmes items, jamais les mêmes rencontres, jamais les mêmes planètes pour FTL, jamais les mêmes événements. Il nous arrive toujours des choses un peu impromptues et à chaque fois ça c'est aléatoire. Et en fait, ces jeux sans fin, je peux y jouer sans fin. Et ça se mange sans fin. Donc voilà, on va commencer un petit peu les jeux de mots. C'est fin, ça se mange sans fin. Voilà, exactement. Donc ça me permet de parler des roguelites que j'aime par-dessus tout, vraiment un style de jeu basé sur le gameplay, sur l'expérience, sur le renouveau, et moi c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo. Et voilà, donc FTL, Hades, The Binding of Isaac, Into the Breach, on peut en citer plein, Dead Cells, enfin bon, régalez-vous, il y a plein. Pour moi, pour mon dernier jeu, ça va être un jeu sans pitié. Donc je vais parler de Darkest Dungeon. Donc un jeu de rôle tactique au tour par tour développé par Redox Studio, et en fait le jeu vraiment se distingue par une atmosphère sombre, oppressante, inspirée de Lovecraft bien sûr. On dirige une équipe de héros totalement imparfaits qui peuvent avoir des tocs et des malédictions sur le cul. Ils explorent des donjons remplis de monstres terrifiants et c'est vu en 2D de côté. En fait on doit avancer de pièce en pièce, et surtout ces donjons sont on va dire parsemés de pièges mortels, et le jeu est connu pour sa difficulté quand même très élevée et ses mécaniques de stress qui peuvent vraiment être impactantes, car chaque décision peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des personnages. Le jeu est vraiment pour moi incroyable, mais il a une courbe d'apprentissage très abrupte et peut être très très vénère par moment en fait, et donc on peut dire qu'il a une difficulté impitoyable en tout cas. Donc si vous aimez les défis ou les jeux de ce style avec une ambiance un peu lugubre, clairement ce jeu est pour vous en tout cas. T'as fait un très beau top aussi, hein. J'étais assez fier du mien, mais j'avoue que t'as été très bon aussi. Ouais, jeu sans pitié, moi je pense à Blasphemous, qui est un jeu extrêmement sans pitié, un Metroidvania ultra vénère. Super Meat Boy aussi, on peut citer. Super Meat Boy, un jeu sans pitié. Mais ouais, très bien. J'avais essayé aussi de troller un peu un jeu sans gameplay ou partir dans des délires comme ça, mais je me suis dit non, on est plus dans de la recommandation, on va éviter de trop troller. Mais en tout cas, vous, auditeurs, hein, si vous avez des jeux sans quelque chose aussi à nous partager, ça pourrait des être jeux très, sans très intérêt, rigolo. Par exemple. Oui, voilà, mais c'est pour ça on peut troller aussi. Alors j'ai failli la faire, hein. J'ai des jeux sans intérêt, des jeux sans charisme. Enfin, toi, j'avais trouvé plein de choses à faire, et finalement, je me suis rabattu sur cela parce que je voulais quand même parler de jeux que je recommandais au final. Et des belles recos, c'est vrai qu'on y aurait eu peu de chance qu'on en parle, tu vois, moi Wario Land, toi The Order, non c'est ça il s'appelait The Order, oui c'est clair, ouais. J'aurais pas pu faire une chronique sur ce jeu de on va dire de 15 minutes parce que au final il n'y a pas énormément de choses à dire, donc c'est pour ça que c'était l'occasion d'en parler. Pour Road 96 c'est la même, donc c'était, voilà, on va dire c'est plein de petites chroniques dans la chronique. Bon écoute, je te propose qu'on enchaîne sur le gros morceau, quoi, c'est 3 gros morceaux hein, quand même, mais sur la chronique du jeu, donc Vampire la Masquerade Bloodlines, donc qui est un jeu de rôle, un RPG sorti le 19 novembre 2004, ça nous rajeunit pas, donc chronique rétro gaming en plus, hein, qui a un rétro gaming.
Développé par Troika Games, ça j'en parle un petit peu rapidement parce que c'est un studio qui a été fondé en 98 par des anciens d'Interplay Entertainment, qui est un studio que j'aime énormément, qui ont fait d'ailleurs Arcanum, Engrenage et Sortilège, dont je parle maintenant très souvent, mais enfin, Troika Games a fait Arcanum, mais les anciens d'Interplay avaient fait Fallout, les premiers Fallout. Donc tu vois, c'est des Vampire la Mascarade Bloodlines, il y a des gars derrière qui ont travaillé, qui ont œuvré sur le premier et deuxième Fallout, donc c'est à savoir quand même, Kira. Oui, tout à fait. Et on peut citer Timothy Kane aussi, qui a fait Pillars of Eternity plus récemment, ou Outer Worlds, qui est un jeu très coté que j'ai pas fait. C'est pas de jeu rigolo non plus celui-là. Donc ouais, il y a un vrai savoir-faire, donc on est sur des gars qui ont du pédigré, qui nous ont sorti vraiment un jeu remarquable, moi je trouve, Vampire la Mascarade, et aussi un jeu qui m'a marqué durant mon enfance. Donc encore une fois, on va nous traiter de gros boomers, Kira, mais voilà, je pense qu'on assume. On assume, tout à fait. Et Vampire la Mascarade, donc en 2004, j'étais pas très vieux, et c'est un des premiers vrais jeux matures que j'ai fait, tu vois, où t'avais ce petit sentiment d'insouciance, de transgression, où en plus tes choix ont des incidences dans ce monde un peu dépravé, donc plutôt cool. Et ça va être l'occasion de retracer un petit peu la saga Vampire la Mascarade, parler du jeu de rôle, et voilà comment on fait pour adapter un jeu de rôle papier en une expérience solo de jeu vidéo. C'est pas facile, mais ils ont réussi brillamment. Donc pas d'interlude musical, vous avez de toute façon en fond déjà Vampire la Mascarade derrière. Mais toi, Kira, quels sont le jeu de rôle Vampire la Mascarade? Je parle pas du jeu vidéo, mais vraiment le jeu de rôle papier, donc avec le MJ, le maître du jeu, les fiches de personnages, tout ça. Voilà, est-ce que tu y as un petit peu joué? Comment tu te positionnes avec cet univers? Alors oui, j'y ai pas mal joué. Moi, comme toi, ma première porte d'entrée, c'était le jeu vidéo. Je me souviens, je l'avais acheté dans un bureau de tabac à l'époque. Tu sais, c'était dans les maisons de la presse, là, où tu pouvais avoir le jeu sur PC, et je sais que j'y ai joué des heures incalculables. Et mes premières parties sur Vampire la Mascarade sont assez tardives. C'était il y a à peu près une dizaine d'années, où j'avais fait ça chez un pote. Et je me souviens, on avait fait... en gros, on avait poutré tout le casting de Twilight, tu vois. Donc on avait beaucoup rigolé. Les rageux. Voilà, c'était vraiment très très sympa, et en fait on avait donc fait rien de ce que voulait faire le maître du jeu. On était parti dans tous les sens, on avait énormément rigolé, et c'est une de mes meilleures soirées JDR, parce que au final on a pu vraiment laisser libre cours à notre imagination. Et ce qui était drôle, c'est qu'au début on était envoyé en fait pour enquêter sur des vampires qui commençaient une case de vampires qui commençait à trop se faire repérer, et c'est au fur et à mesure qu'on avançait qu'on comprenait que c'était les vampires de Twilight en fait. Et donc on a fini sur un carnage pas possible, on a fait respecter on va dire la mascarade en tout cas. Et donc je dois avoir encore le bouquin des règles de jeu, ou à moins que je l'ai prêté, je sais plus, un gros bouquin énorme avec toutes les factions. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié. Moi je utilisais beaucoup un personnage très beau parleur, très, tu sais, je sais plus comment elle s'appelle cette caste là, les espèces de nobles. Toréadors. Les Toréadors, tout à fait. Et, ou les Ventrus, mais plutôt les Toréadors, je pense. Ouais, je crois que c'est les Toréadors. J'avais fait une espèce de vieille rockstar en fait des années. Ouais, ça lui va bien. 70. C'est Toréador. Ouais, c'est ça. En gros, j'avais été un ménestrel dans chaque génération, et là, ma dernière incarnation, c'était une rockstar des années 70. Voilà. Donc c'était très très cool. Et c'est l'occasion de donner un petit peu les codes de ce jeu de rôle qui a un univers extrêmement dense. Donc déjà, c'est adapté du Monde des Ténèbres de White Wolf Publishing. Donc le Monde des Ténèbres, c'est ce qui a donné naissance à Vampire la Mascarade, exactement. C'est très très ténébreux, c'est un environnement un peu gothique punk, si on peut dire, qui exploite le folklore donc des vampires, mais aussi des loups-garous, des mages, des momies. J'ai pas dit mamie, des momies. Quoi qu'il peut y avoir des mamies momies. Il y a des mamies, il y a des mamies momies aussi. Exactement. Vampires d'Orient, des changelins que j'aime beaucoup dans cet univers. Enfin bref, c'est tout ce folklore qui est mélangé, qui crée le monde des ténèbres. Et là, on va s'intéresser au pan du coup de Vampire la Mascarade. Et tu l'as dit, la mascarade. Donc qu'est-ce que c'est? Parce que je vais vous l'expliquer. C'est quelque chose que je ne décrirai pas quand je parlerai du jeu vidéo. Mais en gros, la mascarade, c'est un petit peu le code de conduite des vampires. Ils doivent jouer une mascarade à proprement parler. Donc jouer un rôle, faire en sorte que les actes liés aux vampires, donc la magie du sang, le fait de sucer le sang des humains, tous ces genres de choses qui feraient peur aux humains, il faut les cacher. Il faut vivre dans l'ombre des humains, il faut vivre intégré aux humains, et donc il faut respecter la mascarade, donc ne pas se nourrir en public, ne pas tuer d'humains, ne pas utiliser les pouvoirs vampiriques, respecter les lois humaines.
Et donc c'est ça qui régit. Marque aussi. Ne pas laisser de marque, éviter de tuer, enfin voilà, tout ça. C'est comme ça qu'on respecte la mascarade du coup. Et derrière cette mascarade, il y a la Camarilla. Donc c'est une société secrète. C'est un peu ils tirent les ficelles. Faut imaginer des marionnettistes qui tirent les ficelles et qui font en sorte que les vampires respectent la mascarade. C'est un petit peu, ça regroupe plusieurs clans. Donc il y a 7 clans qui font partie de la Camarilla parce qu'il y a beaucoup de clans de vampires. Oui, après il y a des clans secondaires, tertiaires. Oui, exactement. Il y a le sabbat, donc je vais parler un peu plus tard. Enfin bref, mais en tout cas. C'est important, en plus c'est vraiment ça qui donne les codes de cet univers. Et dans Vampire la Mascarade, il y a 7 races, donc je vais parler uniquement des races qui sont jouables dans le jeu pour rester quand même en lien avec le jeu, sinon on n'a pas fini. Il y a les Broujas qui sont des anarchistes idéalistes vraiment bourrins. Si dans le jeu de rôle ou dans le jeu vidéo vous voulez jouer un bourrin, voilà, vous jouez un Brouja, vous allez taper dans le tas, c'est rigolo. Après il y a les Gangrels qui sont un petit peu les druides du temps moderne. Donc eux, ils sont très proches de la nature et c'est plutôt eux qui vont se transformer en vampires. On sait que ça fait partie un peu du folklore du vampire de se transformer. Ils sont très solitaires, il faut jouer des gangrels si vous voulez jouer ce type de personnage. Après, il y a les Malkavians. Donc ça, c'est tout un délire aussi, ceux-là. Ils sont très portés sur l'occultisme, l'ésotérisme et ils entendent des voix. Donc ils sont dictés par ce qu'ils entendent dans leur tête. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu des barrages. Des vampires, quoi. Voilà, franchement, traînez pas trop avec ces gars-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit souvent d'ailleurs dans le jeu ou dans le jeu de rôle. Mais par contre, c'est assez cocasse, ça crée des situations rigolotes. Ensuite, il y a le Nosferatu que j'aime beaucoup. Donc Kira, je sais pas si tu te souviens de cette classe, mais elle est monstrueuse de base. Ouais, c'est ceux qui ressemblent vraiment à des ghouls, à des vampires. Vraiment, c'est eux qui ont les traits mi-homme, mi-chauve-souris. Donc ils sont très moches. Eux, vraiment, en termes de mascarade, ils doivent être tout le temps reclus. Donc ils vivent plutôt dans les égouts, plutôt terrés ou cachés aux yeux des humains, parce que rien que de montrer un Nosferatu brise la mascarade en soi, parce que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, Nosferatu, c'est le tout premier film de vampire qui est sorti dans les années 30, et d'ailleurs il y a un remake qui va arriver prochainement au cinéma, et d'ailleurs je crois qu'il y a la fille de Johnny Depp qui joue dedans, ça a l'air plutôt cool, à voir. Johnny Depp serait très bien là-dedans d'ailleurs. Dans Vampire la Mascarade, carrément, justement, en toréador, nickel. Bah ouais. Et j'enchaîne sur Toréador, c'était la prochaine classe. Donc là, c'est plus les artistes, les séducteurs, les gourous, les bourgeois, les mondains. Donc ceux qui ont beaucoup de points en étiquette, comme on appelle ça. Donc faire en sorte que on s'infiltre très bien dans le monde des humains. Et c'est d'ailleurs ceux qui sont le plus proches des humains. Donc souvent, ils font partie de la bourgeoisie, ils sont très bien intégrés. C'est les personnes de bonne famille que vous croisez. C'est les toréadors. Donc peu de combats. Et c'est ceux en qui on a le moins confiance du coup, parce qu'ils sont parasités par les humains. Ouais, exactement. Ce sont les plus proches des humains. Après, il y a les trémères, donc qui sont les magiciens qui utilisent beaucoup la magie du sang. La magie du sang qui permet de faire plein de choses assez cool. D'ailleurs, c'est le cas. Et enfin, les ventrus. Donc qui sont les plus proches de la Camarilla, qui sont les sangs nobles, parce que chez les vampires la qualité du sang fait beaucoup, et les ventrus, donc c'est ceux qui se déclarent être la race la plus pure. On connaît un peu ce type de personne. Ce type de personne. C'était la mode à l'époque. Sans trop faire de référence à la guerre. Vous l'aurez compris, en tout cas, les ventrus, c'est pas les bons gars, mais en tout cas, ils font respecter la Camarilla, la mascarade, etc. Donc voilà, en tout cas, ce sont les clans qui sont jouables dans le jeu vidéo, donc c'est pour ça que j'en ai parlé ici. Il y a plein d'autres clans, il y a les Ministri, les Giovanni, il y a tout un tas de choses. C'est très très dense, l'univers de Vampire la Mascarade, mais franchement, c'est ultra passionnant. C'est riche et les clans, de toute façon, ça apporte une consistance folle à un univers, et aussi en termes de notre personnalité, on peut se raccrocher à des clans, et c'est ça qui fait tout le plaisir d'un jeu de rôle en jeu vidéo et d'un jeu de rôle. Et surtout, quand on regarde maintenant les films de vampires, beaucoup de films de vampires se sont inspirés de ces archétypes de personnages, en fait. Donc on va les retrouver même dans les films comme Entretien avec un vampire ou les choses comme ça. Donc beaucoup de patterns, on va dire, d'archétypes sont des archétypes qu'on a maintenant. Donc Vampire la Mascarade en jeu vidéo, donc c'est pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. Donc je vais pas tous les décrire, mais souvent on pense à Redemption, qui est le premier qui a été développé par Steagate Games, donc qui est sorti en 2000, et lui la particularité, c'était un TPS, donc on voyait le personnage de dos, et on parcourait les âges, donc commençait en Europe médiévale pour finir dans un New York des temps modernes. Donc c'est un jeu qui a un petit peu construit quand même les bases du
Vampire la Mascarade en jeu vidéo, avec une histoire très dense et aussi des choix moraux. Et les choix moraux, les choix qu'on va faire ont une incidence très forte sur l'aventure, et ça peut être un des fils rouges qu'on retrouve dans tous les jeux Vampire la Mascarade. Et Bloodline, celui que je vais décrire aujourd'hui, il y a eu des jeux mobiles qui sont des visual novels, donc basés exclusivement sur les interactions écrites, enfin les dialogues, etc. Et il y a eu Swan Song, le plus récent, qui est un jeu d'enquête où on incarne 3 vampires différents. Je vais peut-être le faire, je l'avais pas fait parce qu'il était très buggé. Ouais, voilà, un peu la Quantic Dream, parce que vraiment la narration, les jeux narratifs, forcément ça renvoie au jeu de rôle, mais en même temps, avec tout ce que j'ai décrit, les castes, les clans, etc., on se rend compte que c'est évidemment un jeu où il y a énormément d'interactions entre les vampires, entre les humains, le fait de les tromper, de les séduire, de faire tenir la mascarade, c'est aussi de l'éloquence, hein, c'est pas que se cacher, c'est aussi voilà notre verbe, la façon dont on parle. Donc c'est vrai que c'est un univers qui se prête extrêmement bien à la narration. Donc focus sur Vampire la Mascarade, même Bloodlines, donc même si c'est pas, je vais pas en parler énormément, mais on commence le jeu dans une nuit froide à Los Angeles, hein. Forcément il fait nuit, hein, pour les jeux de vampires. On se fait mordre et transformer, parce que c'est 2 choses différentes, on peut se faire mordre sans être transformé, enfin je rentre pas dans tous les débats, mais en gros on devient un vampire au 21e siècle, donc en temps moderne, c'est ça qui est intéressant. Et donc on est un bébé vampire, je sais pas comment on peut dire un vampirouné, Kira, toi qui aimes bien rajouter des mots des choses à la fin des mots. Ouais, un vampirouné, c'est bien, c'est un petit vampire. Voilà, un petit vampire débutant. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, donc il se passe plein de choses, mais je vais pas... c'est exactement ça, je vais pas tout décrire, mais en fait, ça, comme il nous place dans un vampire débutant, on doit appréhender, notre personnage doit appréhender la mascarade, doit appréhender la camarilla, nous aussi en tant que joueurs, donc en fait on se positionne dans la peau du jeune vampire, parce qu'on a un jeune joueur qui découvre cet univers, et ça c'est très très cool. Donc après il y a une histoire de sarcophage, de machin et tout, et il y a un antagoniste, c'est le Sabbat, donc eux ils sont contre la camarilla, c'est un peu les méchants, et eux ils veulent que les vampires dominent et les humains on s'en fiche. Donc c'est voilà la confrontation entre les deux qui est très intéressante, mais en tout cas moi ce que j'aime vraiment dans ce scénario, c'est que ça place le joueur dans la même peau que le personnage, à savoir un débutant qui doit se faire à ses codes, parce que finalement la mascarade c'est des codes, hein, c'est vraiment avoir les bons réflexes, les bons codes, et c'est ça qu'on découvre dans ce jeu, et c'est vraiment très bon. Sinon on se fait zigouiller, quoi. On se fait zigouiller. Et donc passons directement sur un lien qui va être intéressant, c'est le gameplay du jeu vidéo par rapport au jeu de rôle papier, parce qu'il faut retranscrire cet univers du jeu de rôle papier en jeu vidéo, et c'est pas simple, sauf que le jeu il est bien fait évidemment. Les premières secondes déjà du jeu sont les plus savoureuses, Kira, pour moi j'adore, c'est la création du personnage, et elle commence dans Vampire la Mascarade par un questionnaire. Donc ils vont nous questionner, nous en tant que joueurs, sur comment on réagirait dans telle ou telle situation, et en fonction de comment on répond, ils vont nous dire tu es plutôt tel clan, t'es plutôt un toréador, t'es plutôt un Nosferatu, enfin voilà. Et donc ça calque un petit peu le personnage, la classe que l'on va jouer en fonction de nos affinités à nous. Donc ça, franchement, Kira, je trouve que c'est une très brillante idée. Et en plus, on va choisir des points de compétences à mettre pour façonner le vampire que l'on a envie de jouer. Donc des points en mêlée, en furtivité, en informatique, en piratage, en investigation, en persuasion, en éloquence, enfin bref, vous imaginez tout, c'est un jeu de rôle, et ça de toute façon c'est forcément le marqueur le plus fort entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, c'est cette fiche de personnage qui renvoie à nos expériences papier que l'on doit faire aussi. On doit faire la même chose en jeu de rôle papier, c'est créer son personnage. Ensuite, Kira, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont représenté la mascarade en jeu, c'est-à-dire que si on boit du sang en public, on tue des humains, on va récolter des points, des sanctions qui peuvent nous mener vers le game over. Donc ça, c'est très intéressant. Tu vois, ils ont tenu compte du lore dans le jeu vidéo. Aussi, ils permettent... Il y a des zones, quand tu rentres dans certaines zones de jeu, Kira, tu as un petit symbole, soit un flingue, un masque, ou un symbole de l'Elysium, qui va te donner des garde-fous. Donc quand tu es dans une zone où tu as un flingue, par exemple, tu peux y aller, tu peux faire ce que tu veux, tu peux défourailler tout le monde. Donc là, tu peux y aller. Quand tu es dans une zone à l'ancienne, quand tu es dans une zone avec un masque, là, il faut respecter la mascarade. Bref, je ne veux pas tout décrire, mais en tout cas, ce système de garde-fou, il est intéressant parce que ça renvoie à ce que serait le maître du jeu.
dans ton jeu de rôle papier. Parce que le maître du jeu, finalement, c'est ça, c'est un garde-fou. Tu le décrivais dans tes parties jeux de rôle où vous êtes partis quand même nawak. Le maître du jeu, il est toujours là, tu vois, pour te recadrer et t'apporter justement... le garant de son histoire et du lore, quoi. Il t'apporte ce cadre. Et le jeu prend en compte ça aussi. Il t'apporte un cadre. Dans certaines situations, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est logique. C'est comme dans un jeu de rôle. Enfin, le gameplay, la liberté d'action. Dans un jeu de rôle, on a cette liberté d'action. On peut faire ce que l'on veut dans un jeu de rôle papier. Ici, il y a 3 aspects de liberté vraiment essentiels qui forgent le jeu. C'est déjà, moi, tout ce que je préfère, c'est... les interactions avec les autres. Donc c'est les dialogues, on peut bluffer, on peut mentir, on peut séduire, on peut dominer, on peut faire peur. Et moi je pense que t'es comme moi puisque t'as joué à un Toréador, c'est que tu aimes les personnages qui peuvent avoir de l'emprise au travers des dialogues et résoudre des situations sans combattre en dialoguant. Et ça, exactement. Le jeu le permet. C'est ce que je recherche le plus justement dans ce genre de jeu, c'est le côté on va dire non agressif, quoi. Ouais, ça on le retrouve, c'est très bien fait. C'est ce que j'aime. Moi, je fais les personnages qui ont plutôt cet archétype. Après, il y a les combattants. Donc, on peut combattre. Donc, il y a du corps à corps, de la magie, des armes à feu. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est le défaut du jeu. Parce que comme c'est en lien avec ta fiche de personnage, ça peut créer des situations un peu ubuesques. Si tu fais un tir en pleine tête dans un de tes ennemis, mais que t'as pas beaucoup de points en arme à feu, en fait, tu vas pas faire beaucoup de dégâts. Tu vas faire plus de dégâts si tu lui tapes avec une barre de fer. Donc, tu vois, ça peut créer ces petites dissonances qui sont pas ouf. Donc, moi, les combats, c'est pas ce que je préfère. Mais après, t'as toute la partie infiltration qui est très cool et là, qui correspond bien avec la mascarade. C'est le plus jouissif pour moi parce qu'ils peuvent se rendre invisibles, masquer le bruit de leurs pas, distraire les ennemis. Et là, on est vraiment très roleplay avec la mascarade. Donc, moi, j'avais plutôt tendance à jouer un personnage infiltration ou éloquence qui est pour moi le plus jouissif le plus proche du vampire, tout à fait. Donc c'est très bien fait dans ce jeu. On a de l'immersion, on incarne vraiment notre personnage, l'importance de nos choix et de nos actions et la fidélité à l'univers fait que vraiment c'est très 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 bien. En plus, c'est un jeu qui s'inscrit vraiment bien dans son époque, Kira, parce qu'il est sorti en 2004. Les concurrents, c'est Fable, c'est Sword of Mana, c'est WoW aussi qui est sorti à cette époque. Donc là, on a le seul jeu qui est vraiment mature, contemporain, avec des vampires. Donc c'est pour ça qu'il a marqué aussi son époque, c'est que le choix vidéoludique de l'époque, tu vois, ce Vampire la Mascarade, quand même, il s'inscrivait vraiment, vraiment très bien, quoi. Oui, c'est clair. On attend d'ailleurs le 2 avec impatience, on espère retrouver les sensations du premier, mais... J'avais fait tout un laïus sur le 2. C'est plus la même pas... Ouais. La chronique est déjà un peu longue, donc je voulais parler du 2, mais sachez que oui, il y a Paradox Interactive qui est sur le coup. C'est un de mes studios préférés, qui fait Edge of Wonders, un de mes 4X que j'adore, j'en parlerai un jour. Et en fait, Paradox, ils ont racheté tous les droits de White Wolf Publishing, donc ils ont tout le monde des ténèbres, donc ils peuvent faire tout un tas de choses. Et en effet, c'est eux qui sont sur le 2, qui devait sortir initialement en 2021, repoussé à l'automne 2024 et finalement il sortirait plus tôt l'année prochaine. Ils ont beaucoup communiqué, ils se donnent le temps et tout. Donc vous retrouvez tout un papier sur le site de Gamecult où où les développeurs parlaient, etc. Donc je vous renvoie plutôt à ça. Mais en effet, il y a un 2 qui est prévu. Donc en conclusion, Vampire la Mascarade et surtout le Bloodlines, donc ce jeu vidéo est clairement un de mes piliers pour moi de mon enfance et du jeu sur PC ou du jeu de rôle. C'est un de ces jeux, tu vois, qui quand j'ai arrêté d'y jouer, j'y pensais encore, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire dans mon aventure, quel choix je vais faire, même l'ordinateur éteint, j'y revenais toujours par la pensée et c'est le sentiment que me donne le jeu de rôle. Tu sais, quand on faisait des parties ensemble de jeux de rôle, on y pensait quand même le soir, le lendemain, on avait envie de réincarner notre personnage et c'est ça que porte ce jeu comme valeur et comme qualité. Donc, on incarne vraiment notre personnage, on est en immersion dans cet univers qui est très fidèlement reconnu, en plus avec des dialogues et des choix assez savoureux. Et quel univers fascinant, les vampires. Moi, je crois que c'est dans ce qu'il y a de plus folklorique, c'est ce que je préfère, je crois, les vampires, même plus que les loups-garous. Je sais pas toi, Kira, mais en tout cas, Vampire la Mascarade, allez-y, c'est un petit bonbon. Je suis d'accord avec toi, j'apprécie aussi beaucoup les vampires, les loups-garous, je pense que je les mettrais à ex-aequo, tu vois, mais c'est vrai que là le lore se marie tellement bien, en plus tout ça se mélange pour faire un tout cohérent, et comme je te le disais, qui est utilisé dans les films, dans les BD maintenant et tout, dans les romans, enfin je ne peux que vous recommander également d'y jouer en tout cas. Bien sûr, ces bonnes paroles, restons dans le thème du sang, parce que vampire, bon, on pouvait pas faire plus sanguinolent qu'un vampire,
Mais toi, t'as pris le truc à contre-pied, tu vas nous parler d'une série qui s'appelle 100. Donc c'est aussi original que voilà, moi j'ai pris le truc au pied de la lettre, vraiment. Je vais parler... Je connais pas du tout. Alors je vais parler de la série 100 dans le langage de Arnold Schwarzenegger. Et donc The 100 chez nous, qui est une série télévisée de science-fiction créée par Jason Rothenberg. Donc c'est basé sur des romans pour ados à la base. Rothenberg celui qui présente Pékin Express. Aucun lien, fils unique. Donc c'est basé sur des romans d'ados de Cass Morgan. Donc l'histoire commence 97 ans après une apocalypse nucléaire qui a décimé la population terrestre. Donc les survivants vivent dans une station spatiale appelée l'Arche, c'est original, pour tester la viabilité de la Terre. Donc 100 jeunes délinquants sont envoyés sur la planète où ils découvriront que certains humains ont potentiellement survécu à l'apocalypse en tout cas. La date de sortie de la série, c'était le 19 mars 2014, donc elle a 10 ans. Le dernier épisode a été donc diffusé le 30 septembre 2020. Il y a 7 saisons au compteur et ça a été produit par la chaîne CW, donc qui est une chaîne que je n'apprécie pas trop, malgré qu'ils ont fait ma série préférée, Supernatural. Ah, quand même, c'est du lourd ça. Bah oui, quand même. Après, disons que c'est vraiment le public très ado et tout le Arrowverse, par exemple, que je n'apprécie pas spécialement, fait partie de cette chaîne-là, en tout cas. Donc, comme je le disais, c'est une série télé de science-fiction qui a su captiver un public young adulte et s'inscrit dans les mouvances de production de l'époque. Tu sais, comme la trilogie Le Labyrinthe ou la saga Hunger Games. En fait, donc grâce à son intrigue post-apo et ses personnages rappelant justement celle-ci, tu vois. Le casting de The 100 est pour moi l'un des points forts. Donc, on a Eliza Taylor qui incarne Clark Griffin, le personnage principal. Donc elle a une évolution intéressante au fil des saisons, elle passe d'une jeune fille naïve à un leader déterminé, un peu casse-bonbon par moment quand même. C'est assez manichéen, mais ça reste quand même très représentatif de ce genre de prod. On a également Bob Morley, rien à voir avec Bob Marley, qui joue Bellamy Blake. Donc c'est un autre personnage dont la relation avec Clark est au cœur de nombreuses intrigues, on va dire plus ou moins romantiques, ce qui est également très courant dans les productions CW. C'est pour ça que je les regarde pas, parce que les côtés un petit peu cucu à la Dawson, c'est pas totalement ma came, je t'avoue. Mais on va retrouver quand même moins ce côté cucu représentatif du genre, hein. On va avoir des thématiques qui vont être beaucoup plus matures et beaucoup plus adultes, que je développerai tout à l'heure. Je voulais également parler de Marie, alors j'ai essayé de pas écorcher son nom, mais Avgeropoulos. Avgeropoulos, oui, c'est ça. Pardonné là. Ça ouais. va, ouais. Qui joue Octavia, donc qui est le personnage que j'aime le moins et que les gens ont l'air d'apprécier le plus en tout cas. En fait, elle passe de la fille fragile qui vit dans les coursives de l'Arche, en fait, parce qu'ils sont censés avoir qu'un enfant, tu vois, elle c'est le deuxième, donc elle était cachée, et elle devient, on va dire, la tueuse implacable en peu de temps, c'est badass, elle devient parfaitement bilingue avec les autochtones. Elle me rappelle un petit peu, tu sais, Carol dans The Walking Dead, tu vois. Okay. Ce perso... Je croyais que t'allais dire Starbuck dans Battlestar. Bah non, parce que Starbuck, malgré tout, elle reste attachante et surtout, elle a des notions, ça reste une militaire aguerrie, ça reste une pilote, tu vois. Là, on se retrouve vraiment, c'est une petite ado de 15 ans qui est cachée dans des coursives et qui devient Xena la guerrière en 2 saisons. Voilà quoi, hein, faut kiffer le genre. Après, on va retrouver quelques guests plus ou moins intéressants, dont je vais pas m'étaler pour aussi garder le suspense pour ceux qui auront malgré tout envie de le voir. Sinon, le reste du casting, c'est inconnu au bataillon, mais ça apporte quand même une certaine profondeur bienvenue aux relations, car la série explore plusieurs thématiques assez pertinentes. Donc, on a déjà la survie, bien sûr, qui est au cœur de la série, avec des personnages constamment confrontés à des choix difficiles pour assurer leur survie et surtout la survie de la communauté. Quel choix allez-vous faire pour le bien du plus grand nombre en tout cas. On a également la question du leadership et du pouvoir, montrant comment différents personnages gèrent les responsabilités et les conséquences de leurs décisions. Donc la rédemption, le pardon sont également des thèmes assez récurrents. La série s'inspire aussi de nombreux éléments de science-fiction classiques et modernes, donc on va retrouver les fameux romans bien sûr, mais on a également des bases un petit peu plus connues, comme on va retrouver du Mad Max, on va retrouver Battlestar Galactica, on va retrouver un petit peu de Lost en fait, et c'est surtout la manière dont The 100 est raconté en fait, c'est bien plus light qu'un Lost, mais on va retrouver certaines patterns avec des flashbacks par moment, tu vois, certains dilemmes entre personnages qui rappellent beaucoup cette structure, en tout cas là. Ça a l'air assez dense quand même, assez varié, et les inspirations que tu as citées, quand même,
Mad Max, Lost ou Battlestar, c'est du très très haut level. Hein. C'est ça en fait, c'est ce qui m'a plu dans cette série, parce que j'avoue que c'est pas la série que je préfère et j'ai pas passé non plus un excellent moment à regarder cette saison, parce que comme toutes les séries, il y a un ventre mou quand c'est assez long comme ça. En attendant, certains personnages et surtout les décors méritent quand même qu'on s'y attarde, et surtout moi qui aime beaucoup le post-apocalyptique, ça m'a forcément tenu, on va pas dire en haleine, mais ça m'a quand même transporté dans cet univers. Je parlais des décors, justement, les décors et les costumes sont très bons, surtout pour une série de cette envergure, parce que le budget n'était pas non plus faramineux comme toutes les productions CW. La plupart des décors sont naturels et construits en dur, donc ça c'est cool aussi, on va pas se retrouver avec des fonds verts dégueulasses tout le temps. Ils ont vraiment été tournés dans des forêts, dans des grottes ou des choses comme ça. Le récit est plutôt bien écrit également, il y a certains twists qui redistribuent les cartes au fil des saisons. Même si certains rebondissements sont quand même imprévisibles, ça marque quand même durablement la série. Et ce qui m'a plu aussi dans cette série, c'est que les showrunners n'ont pas eu peur de prendre des risques narratifs, tu vois. Certains sont assez chipouilles, je te l'accorde, mais des fois ils ont été jusqu'à buter des personnages assez importants et tout. Et encore une fois, à cette époque-là, mal, hein. Voilà, on avait Game of Thrones qui excellait, avant Game of Thrones, voilà, c'était avant Game of Thrones quoi. Même ça a fini pendant, c'était quand même avant Game of Thrones. On va se retrouver sur un format sériel et non épisodique, hein, donc c'est difficile de recommander un épisode en particulier car c'est comme si la série était un grand épisode. Malheureusement, certaines incohérences scénaristiques et arcs narratifs sont parfois forcés et mal développés. Coucou Octavia. La saison 5 en particulier a un rythme assez dégueulasse, j'avoue, et certaines décisions narratives sont plus qu'incohérentes, surtout quand on voit le développement de certains personnages. Je pense qu'ils ont voulu aussi des fois faire du cliffhanger pour du cliffhanger, tu vois, et c'est là qu'on va se retrouver avec la patte Lost, c'est qu'ils veulent forcément finir l'épisode ou la saison sur un truc impressionnant, mais des fois tu te demandes s'ils ont réfléchi à comment ils allaient l'amener derrière, tu vois. C'est intéressant, ouais. Donc bon, voilà, certaines fins rendent pas hommage non plus aux meilleurs personnages. En conclusion, The 100 est une série qui a su captiver son audience grâce à ses personnages attachants, ses thématiques intéressantes et ses inspirations variées. Le casting, sans faire de miracle, est cool et les scénaristes ont réussi à renouveler très fréquemment leurs propos pour éviter qu'on s'ennuie non plus trop longtemps sur les 7 fameuses saisons. Ça a contribué à faire de cette série un incontournable pour les animateurs de science-fiction young adulte, donc si c'est votre cam, clairement je vous la recommande. Ouais, et puis après, je pense qu'elle souffre cette série de la longueur, comme tu as dit. Hein, c'est dur de renouveler cette saison, surtout que les marqueurs forts des Lost ou trucs comme ça, c'est quand même faut réussir à se renouveler, être toujours dans le suspense et tout. Mais en tout cas, moi, j'aime bien le principe de l'arche, monde post-apo et tout. C'est vrai que c'est assez séduisant quand même sur le papier. Pour donner un ordre d'idée, dans la saison 1, donc on avait vraiment que les adolescents, donc 15 ans, 16 ans, qui jouent au petit chef et tout, et le début de la série, je me suis dit putain, ça va être un peu agaçant, tu vois. Mais à partir de la saison 2, sans spoiler quand même, un petit peu quand même, mais pour montrer, les adultes arrivent sur Terre. Donc ils reviennent en fait justement parce que la Terre est viable, et c'est là qu'on va avoir tout le côté, on va pas dire politique, mais tout le côté justement hiérarchie qui va se créer avec des nouveaux personnages, et c'est là que la série vraiment devient intéressante à mon sens. Et en plus c'est à partir de cette saison 2 que ça va développer énormément de choses, comme certaines populations locales par exemple, certaines évolutions d'animaux, et c'est là que la série devient intéressante. Par contre, à partir de la saison 5, il y a un gros twist, et on sent que les scénaristes ont eu vraiment du mal à raccrocher les wagons en tout cas. Écoute, merci Kira pour cette chronique-ounette, comme tu aimes les appeler maintenant. Et je vais même te laisser le mot de la fin pour conclure cette 100e émission, mon cher Kira. Je l'ai introduit, tu la termines. C'est bizarre, mais... oui, c'est vrai. Alors, faisons comme ça. Pour conclure cette 100e émission, je vais faire comme d'habitude, lisez des livres, jouez à des jeux vidéo, surtout Vampire la Mascarade, essayez de suivre toutes les recommandations. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à nous les soumettre également. Allez voir des films au cinéma, je suis allé voir Joker Folie à 2 et je vous prépare une chronique dessus car j'ai beaucoup de choses à dire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.